Bonjour, bienvenue à ma capsule sur les 8 erreurs à éviter lorsqu'on fait nos semis. Alors, c'est parti! Donc, première erreur qu'on voit souvent, en fait, c'est de ne pas planifier. Lorsqu'on fait du jardinage, qu'on a un jardin à l'extérieur, c'est très important de planifier. En fait, il faut regarder c'est quoi l'espace qu'on a au jardin pour cultiver. Aussi, on va aller regarder, on va aller faire un plan de notre jardin. Combien de parcelles est-ce qu'on va avoir? Quelle dimension il va avoir pour chacune des parcelles? Et combien qu'on va laisser d'espace pour le marchepied pour pouvoir circuler dans le jardin. Il faut également penser à un calendrier des semis parce qu'on ne sème pas tous nos légumes en même temps. Donc, ils ont chacune leur date pour être semés, pour arriver à temps au jardin. Donc, vous pouvez aller consulter, par exemple, les sites des semenciers pour savoir quelles sont les dates des différents semis que vous voulez faire. Puis dans la planification, sinon, moi, j'ai pris sur le site de l'Écoumène, Jardin de l'Écoumène, ils ont un calendrier comme ça de culture qui sont pour la zone 3 et 4. Moi, je suis dans la zone 4, donc c'est parfait. Donc, c'est gratuit. Je l'ai téléchargé en ligne si jamais vous voulez connaître les différents légumes, à quel moment est-ce qu'on les sème dans l'année dans ces zones-là. Il faut se demander aussi quels sont les légumes qu'on veut avoir dans notre jardin. Donc, les légumes qu'on va avoir, habituellement, c'est les légumes qu'on va consommer. Je sais que parfois, on fait des petits tests, on a envie d'essayer de voir si on maîtrise certaines cultures, mais une fois qu'on les récolte, on ne les mange pas. On ne veut pas perdre non plus les légumes qu'on a mis au jardin. Ce n'est pas l'objectif. Par exemple, moi, je me fie beaucoup à ce que mes enfants mangent, parce que quand je fais des repas, bien sûr, j'espère qu'ils vont en manger, qu'ils vont manger beaucoup de légumes également. Donc, on regarde les légumes qu'on veut et en quelle quantité aussi. On en a besoin de combien pour une famille. Nous, on est une famille de 4, donc combien de légumes que j'ai besoin pour pouvoir nourrir une famille de 4. Souvent, en février-mars, on est tanné de l'hiver. Vous le voyez un petit peu par ma porte patio, il y a encore énormément de neige. On a hâte que ça fonde, puis on se dit, ah ben tant pis, je suis peut-être pas la bonne saison, mais je suis tannée, je me mets les mains dans la terre, là, je commence mes semis. Mais il faut faire attention. Vous connaissez le proverbe qui dit rien ne sert de courir, il faut partir à point. Eh bien, ça s'applique très bien avec les semences. Parce que quand on sème plus tôt, à ce moment-là, quand vous allez mettre les plantes au jardin, peut-être que votre plante va être trop grosse lors de la transplantation. Il y a deux choses qui peuvent arriver. Premièrement, si vous avez des grosses plantes, que ça fait longtemps qu'elles sont dans la maison, vous allez les avoir mis dans des plus gros pots. À ce moment-là, est-ce que vous avez l'espace idéal dans la maison pour accueillir tous ces pots-là? Parce que je suis pas mal sûre que si vous utilisez les aires de vie de votre famille, ils ne seront pas très heureux d'avoir des plantes partout et d'être réduits dans leur espace. Donc, est-ce que vous avez de l'espace suffisant auprès d'une lumière, par exemple? Est-ce que vous avez l'espace pour mettre ces gros pots-là, ces gros plants-là? Une autre chose, une fois qu'on va les transplanter au potager, quand la plante elle est trop grosse, souvent elle a fait un système racinaire dans le pot. Et même quand elle devient trop grosse, qu'on attend trop longtemps, elle commence parfois à faire des fleurs dans la maison ou même des légumes. À ce moment-là, quand vous allez les mettre dans le potager, elles vont concentrer toute leur énergie sur la production de fleurs et de légumes au détriment du développement racinaire. Puis nous, ce qu'on veut quand on le met au potager, c'est qu'ils continuent à développer leurs racines, qu'ils vont s'ancrer comme il faut, qu'ils vont faire des plantes plus robustes à ce moment-là, qui vont mieux résister aux intempéries. Donc, c'est pour ça, à ce moment-là, qu'on préfère de mettre des plus petits plants au potager que de mettre des gros plants qui sont déjà très développés. Une plante, ça veut survivre, ça veut se reproduire. Donc, dès qu'elle commence à faire des fleurs, ce qu'elle veut, c'est se reproduire avant de mourir pour pouvoir laisser sa génération. Donc, c'est pour ça que c'est important là, de semer au bon moment. D'ailleurs, des fois, on va mettre un plus petit plant avec un gros plant et on va se rendre compte que le petit plant va rattraper le gros plant très rapidement au jardin quand il va avoir été planté au bon moment. Un autre facteur qu'il faut planifier, oui, avant que j'oublie, il faut planifier le fait que ce n'est pas tout le monde leurs jardins sont plein sud, par exemple, ou à l'est, à l'ouest. Si vous avez un jardin plus nord, que vous n'avez pas un minimum de 8 heures d'ensoleillement par jour, il y a beaucoup de légumes que vous ne pourrez pas cultiver, malheureusement. Mais à ce moment-là, il y a des cultures, il y a des types de plantes qui résistent bien à l'ombre. Donc, à ce moment-là, c'est de vous informer pour pouvoir choisir les bons légumes pour votre espace que vous avez au jardin. Donc, voilà pour la planification. Une deuxième erreur que les gens vont faire souvent, c'est d'utiliser un terreau de mauvaise qualité. Vous savez, il existe des terreaux pour semis, des terreaux de rempotage, excusez-moi, et il y a des terreaux universels. Il y a des terreaux aussi pour l'extérieur, pour le jardin extérieur qu'on va pouvoir acheter, notamment dans les quincailleries. Moi, j'utilise vraiment un terreau pour semis, pour faire les semis, pour différentes raisons.
je vais vous montrer, j'utilise un semis comme ça. Puis d'ailleurs, là, je vais vous mettre en fiche juste en haut. Je vais vous mettre une vidéo que j'ai faite sur la comparaison de deux terreaux à semis, que vous avez peut-être déjà vu. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vais vous le mettre en fiche. Donc, si vous voyez ici, j'ai un terreau qui est vraiment fin. Un terreau à semis fin, comme ça. Et ça, c'est l'idéal, en fait, parce que quand on va semer, les graines, souvent, sont vraiment minuscules. Et il faut qu'elles puissent sortir de terre très rapidement, en fait, pour ne pas pourrir sous le sol. Donc, et ne pas s'affaiblir. Alors, ça prend un terreau qui est fin, qui va être facile à transpercer. Deuxièmement, dans un terreau à semis, comme ceux que moi j'utilise, souvent, il va y avoir un ajout de ce qu'on appelle mycorhize. En fait, les champignons mycorhiziens, ça permet la formation d'un réseau de filaments qui va être vraiment relié aux racines des plantes, puis qui vont permettre de puiser dans le sol, aisément dans le sol, les nutriments, d'aller chercher les nutriments dans le sol, qui va permettre le bon développement de la plante, le bon développement racinaire. Donc, ça peut être très bien d'utiliser des terreaux qui sont enrichis avec des mycorhizes. Il y a certains terreaux aussi qui contiennent de la périte, de la vermiculite, en fait, qui est un minéraux naturel qui est capable de se gorger d'eau, de se remplir d'eau. Puis après ça, de distribuer cette eau-là progressivement aux plantes. Donc, ça va permettre de garder l'humidité. On a besoin de moins arroser à ce moment-là. Et on le sait que pour la germination, c'est important que le terreau soit humide. Vous allez le voir dans celui-ci, il y en a, c'est probablement de la perlite dans celui-ci. Vous voyez les petits grains blancs? Eh bien, ça, c'en est. Donc, utiliser un terreau qui n'est pas adapté, à ce moment-là, il risque d'être trop lourd, il risque d'être difficile à transplanter, à transpercer plutôt. Donc, ça pourrait faire en sorte que finalement que la plante arrive difficilement à germer, à transpercer, puis elle peut mourir avant même d'atteindre la surface. Très important, on ne néglige pas notre terreau. C'est un petit peu plus cher du terreau à semis. Il y a encore là, vous allez voir dans les tests de terreau que j'ai fait, il y en a un qui est vraiment moins cher que l'autre, puis il y a une aussi bonne qualité. Donc, vous pouvez trouver du terreau à semis de bonne qualité, pas trop cher, mais ça vaut vraiment la peine d'investir à ce moment-là si vous voulez vraiment réussir vos semis. Surtout si c'est vos premières fois, mettez toutes les chances de votre côté. Troisième erreur qu'on voit souvent, c'est de mal choisir ses graines. Donc, c'est important de choisir des légumes qui vont se plaire dans votre climat, dans votre zone de rusticité. Ce n'est pas tous les légumes qui peuvent être dans les différentes zones. Moi, je suis dans une zone 4B, comme je vous l'ai déjà dit. Moi, je suis dans l'Anaudière, en fait. Je suis dans le nord de l'Anaudière. Donc, c'est vraiment qu'il y a dans le sud de l'Anaudière qui soient dans une zone plus élevée, exemple un 5. C'est notamment comme Montréal, c'est une zone 5, par exemple, et les villes autour de Montréal. Si vous êtes à Val-d'Or, par exemple, ça risque d'être une zone 3. Donc, si jamais vous ne connaissez pas votre zone de rusticité, vous pouvez aller sur le site WH Perron, puis indiquer votre code postal pour connaître votre zone de rusticité. Souvent, il y a des graines qui peuvent avoir besoin, par exemple, de beaucoup de chaleur. C'est le cas des solanacées. Ça a besoin aussi, c'est un développement qui est court. Donc, à ce moment-là, il faut s'assurer qu'on soit capable d'atteindre la maturité avant de l'été. Et je vais vous donner l'exemple, par exemple, des melons. Là, 2 ans, j'ai semé mes melons. Et puis, ça a bien été, les plants se sont bien développés, mais à la fin de l'été, j'avais des petits melons, on s'entend. Je n'ai pas mangé de melon cette année-là. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vu que dans ma zone, finalement, je n'avais pas une assez longue saison pour cultiver ce type de melon-là. Et bien là, je suis allée choisir des melons dont le temps avant d'atteindre la maturité était plus court. Et l'année dernière, j'ai eu 2 beaux melons par plant que j'avais. Et puis vraiment, ils étaient délicieux, les melons. Fait que il faut vraiment bien choisir. Là, on peut aller voir sur le site des semenciers à ce moment-là le temps que ça prend de maturité et voir est-ce que chez moi, j'ai tout ce temps-là, est-ce que c'est possible pour moi? Surtout que les melons, par exemple, on ne les sème pas avant 2 semaines après les derniers gels. Donc, on les sème deuxième semaine de juin peut-être. Alors, de deuxième semaine de juin jusqu'à fin août, il n'y a pas beaucoup de jours là, pour les melons. Alors, on choisit une variété plus hâtive à ce moment-là. Ensuite de ça, il y a des plantes qui vont avoir besoin d'être trempées pour bien germer. Des graines vont avoir besoin d'être trempées pour bien germer. C'est notamment le cas des persils. Je vous l'avais montré dans une vidéo aussi sur les fines herbes. Moi, ce que je fais à ce moment-là, je fais tremper mes graines de persil au moins 24 heures avant de les semer. Donc ça, c'est vraiment l'idéal et ce n'est pas les seules graines à ce moment-là qui va être recommandé de tremper. Donc, informez-vous là, par rapport aux semences. Là, je dis de vous informer. Souvent, dans les semenciers vont mettre sur leurs enveloppes
en bas quelques consignes. On voit les surfaces, le nombre de jours que ça prend à germer, la température, le nombre de centimètres après quand on le met au jardin, quelle hauteur ça vient, que ça prend du plein soleil, par exemple. Il n'y a pas tout le temps la date qu'il faut semer. Donc, vous pouvez aller voir sur le site des semenciers pour ça, comme je vous parlais plus tôt. Alors que il y en a qui vont aussi préciser le semi-direct après le dernier gel. Ils vont dire exactement quand le mettre. Puis ils vont dire la température de germination. Donc, ça va vraiment vous aider à bien choisir vos graines. Il y a certaines graines qui vont avoir besoin de stratification, premièrement. La stratification, c'est de leur faire vivre une période de froid. Donc, comme ça, ils étaient là pendant l'hiver. Bon, certains, ça peut être différent. Moi, j'ai fait des lavandes, j'ai mis la certification, j'ai mis 2 semaines au frigo. J'ai fait comme mes semis normales, de la terre, la graine à l'intérieur dans un godet. Et après ça, je l'ai mis dans un sac hermétique, je l'ai mis au frigo pour 2 semaines. Et après ça, on le remet à la température normale comme toutes les autres graines. Donc ça, c'est une façon de faire la stratification. Mais il y en a comme, par exemple, des pommiers, ça va être peut-être un 3 mois qu'il va falloir mettre au froid, soit de mettre dans du sable, mettre au frigo. Moi, ce que j'ai essayé cette année, j'ai essayé de prendre des noyaux de pommes et des noyaux également de prunes et je les ai mis en terre, puis je les ai mis dans des sacs aussi hermétiques, puis je les ai mis dans un banc de neige sur mon balcon. J'ai hâte de voir là, si ça va avoir fonctionné quand je vais les mettre au soleil par la suite. Donc, ça, c'est à suivre. Il peut avoir besoin de scarification aussi. La scarification, c'est en fait c'est une mécanique en fait, c'est un processus mécanique qui fait en sorte qu'on va aller frotter, qu'on va aller user la coque, l'enveloppe de la graine pour pouvoir l'amincir, par exemple pour faciliter la germination. Ça, c'est vraiment pour les légumes les graines qui ont une coque épaisse. Ça peut être le cas, par exemple, si on pense aux noix. Donc, ça peut être de faire une petite incision dans la noix ou encore la frotter pour pouvoir amincir la couche protectrice. Je ne vous en parlerai pas plus parce que je ne suis pas une spécialiste de ça. Moi, j'apprends puis j'essaye par la suite. Mais j'ai écouté une super bonne vidéo qui était traitée par le Jardin des Merveilles qui parle là, en long et en large là, de ces phénomènes-là. Et puis, honnêtement, j'ai tellement aimé la vidéo, je l'ai écoutée 2 fois. Fait que si jamais vous voulez en apprendre plus là-dessus, vous pouvez aller consulter la chaîne là, le Jardin des Merveilles. Ensuite de ça, quand on parle de conserver, de choisir des bonnes graines, c'est aussi dans la conservation. Donc, il faut bien conserver nos graines, s'assurer qu'elles restent, qu'elles aient un bon taux de germination. Donc, on va souvent conseiller, moi je les laisse dans les sachets comme ça, même quand ils sont ouverts, après ça je les laisse dans les sachets. Je les mets dans un bac de plastique qui se referme pour éviter qu'il y ait de l'humidité qui entre en contact avec les graines à ce moment-là, puis qui pourrissent finalement mes graines, que je ne puisse plus les réutiliser. Si vous faites vos propres graines, que vous les prenez à chaque année dans votre jardin, écrivez la date sur votre enveloppe que vous avez récolté les graines, en fait, parce que les graines ont une durée de vie. Elles n'ont pas nécessairement toutes la même durée de vie. Il y a des graines, par exemple, il y a quelques fines herbes, quelques fleurs qui vont avoir une durée de vie un petit peu plus courte. Donc, c'est important à ce moment-là de regarder les dates parce que vous allez peut-être semer et vous allez avoir aucun résultat ou de piètres résultats. Donc, soit vous faites un test de germination si ça fait longtemps que vous avez les graines avant, il y a différentes façons de faire. Ou soit que vous semez un petit peu plus pour être sûr d'avoir un minimum là, de germination. Et là, moi, je vais vous montrer, en fait, je vous ai dit que j'avais fait des oignons espagnols l'année passée, puis que mes oignons blancs, ça avait bien été. Mes oignons espagnols, je n'avais pas eu un très bon taux de germination. En plus, j'avais une fonte des semis, donc je ne savais pas ce que j'avais fait de pas bien. En fait, c'était la première fois que je partais de la graine l'année dernière. Fait que je me suis dit, bon, c'est peut-être mon apprentissage. Et puis là, j'ai comme ma réponse cette année, parce que si vous vous souvenez, j'ai fait des semis d'oignons avec vous. Je vous ai montré les semis d'oignons. Comme vous voyez, ça a très, très bien germé. La plupart, j'avais 3 graines. Ils ont pratiquement toutes sorti 3 graines. Donc, ils sont vraiment, vraiment super. À l'exception ici de mes oignons espagnols, dont il y en a 0 qui a germé. Et ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas eu le même traitement que les autres. Ils sont dans les mêmes multicellules. Donc, j'ai compris que ma graine était morte. Le matin, ça était en fin de vie l'année dernière déjà, probablement, pour que j'ai eu de piètres résultats. Et puis cette année, bien, il ne se passera rien avec mes oignons espagnols. Donc, le pire, c'est que j'avais acheté mes graines l'année dernière. Donc, c'était la première année que je les utilisais et déjà, elles étaient en fin de vie. Donc, probablement que la jardinerie où je les ai achetées, ça faisait longtemps qu'ils avaient là, ces graines-là. Alors, pas de résultat cette année. Bien, je ne vais pas les remplacer. J'aurai le temps encore au mois de mars de racheter des graines puis de les faire.
je vais me contenter là, de mettre des bulbilles là, au printemps là, dans le jardin pour les remplacer. Quatrième erreur également, c'est de mal choisir son contenant. En fait, quand on fait des semis, on n'a pas besoin de prendre des gros contenants pour la plupart parce que ça va être des petites graines, ça va être des petits plants, puis par la suite, on va les repliquer dans des pots un petit peu plus gros. Je vais donner l'exemple juste un instant. J'ai fait mes semis de salade dans des petits godets comme ça et j'avais mis 3 graines par godet. Vous voyez, ils sont petits. Et puis par la suite, je les ai repiqués dans des godets un petit peu plus grands, c'est-à-dire des godets de 7 environ, là, comme ça. Donc, on peut prendre des petits contenants, comme ça on gaspille moins de terre en le faisant de cette façon-là. Par contre, plus votre contenant est petit, plus la terre va s'assécher rapidement. Donc, il va falloir plus arroser, il va falloir faire vraiment attention à l'humidité. Il y a des gens qui disent qu'on peut semer dans des trucs comme ça, dans lesquels on achète nos œufs. Eh bien, moi, personnellement, je ne le fais pas. Deux choses. Premièrement, je trouve que ce n'est pas assez profond. Donc, certains légumes qui vont faire des bonnes racines à ce moment-là, il va falloir que je repique beaucoup trop rapidement si je les mets là-dedans. Le terreau va s'assécher encore plus rapidement parce qu'il est petit et aussi le carton absorbe l'eau. Donc, pour la sécheresse, je ne trouve pas ça très intéressant, même si je sais qu'il y en a qui les utilisent. Ce n'est pas mon cas. Vous pouvez utiliser des petits contenants comme ça, des pots de yogourt, c'est parfait. Pour, par exemple, on se met une tomate, là, c'est suffisant pour une tomate parce qu'on va repiquer la tomate environ 1 mois après la germination. Donc, on va être encore correct au niveau des racines. Bien sûr, il faut perforer le fond. Quand on choisit des contenants, il ne faut pas oublier ça. Il faut choisir des contenants qui sont perforés, comme vous pouvez voir, ou vous le faites vous-même, vous le perforez. C'est le cas, des fois, j'utilise des plats de yogourt comme ça que je vais perforer. Je les utilise beaucoup pour faire mes étiquettes, ceux-là, mais je pourrais les utiliser aussi pour la plantation. Des pots comme ça de plastique que j'ai utilisés l'année dernière, je les réutilise cette année, les perforer dans le fond. J'utilise également des barquettes comme ça de champignons que j'ai perforées dans le fond. C'est aussi ceux de l'année dernière. On peut le voir, c'était mes oignons jaunes qu'il y avait dans cette caissette-là l'année dernière. Et puis, il faut savoir, au niveau des contenants, il y en a que ça va prendre des gros contenants. Vous vous souvenez, j'ai fait les poireaux, là, sont rendus très beaux, mes poireaux d'ailleurs. Bien contente là, du résultat. Et puis, j'ai pris un pot plus profond parce que les poireaux vont rester 3 mois à l'intérieur du pot. Donc, ça prend beaucoup de terre, beaucoup de nutriments à l'intérieur et ça prend de l'espace pour les racines qui vont s'allonger à l'intérieur, comme ils restent très longtemps dans le pot. Donc, si j'avais mis ça dans un petit pot comme ça n'aurait pas été suffisant là, pour les poireaux. C'est important de bien choisir. Ensuite de ça, on a les curcubitacées. On compte là-dedans les concombres, les courges, les melons. Donc, les curcubitacées, ils n'aiment pas ça se faire jouer dans la racine, principalement les concombres. Je sais qu'il y en a qui les font en multicellules. C'est quand même bien parce qu'après ça, on peut juste pousser, le sortir. Il y a encore la terre et on le plante, on ne joue pas trop dans les racines. Par contre, moi, je ne les planterai pas à la volée dans une caissette comme ça, qu'il va falloir que je ressorte individuellement pour les repiquer. À ce moment-là, on touche trop à la racine. Alors, quand on utilise des on fait des curcubitacées, on peut prendre des petits pots comme ça, qui sont biodégradables en fait, mais en fait qu'on met directement en terre, on laisse le plant dedans et on le met en terre et ça va se désagréger tout seul. Ça va en même temps nourrir le sol. On en a comme ça ou on en a en rond comme ça. C'est souvent ceux-là que je vais utiliser, moi, pour mes curcubitacées. Donc, voilà pour les formats. Donc, faites attention. Plus votre format est petit, plus la terre va sécher rapidement. Vous devez vous assurer qu'elle soit toujours humide. Plus c'est petit, plus rapidement vous allez devoir repiquer par la suite, rempoter par la suite. Donc, plus vous rempotez aussi, plus vous utilisez de la terre. Plus vous prenez des gros pots en début, vous allez gaspiller encore là de la terre parce qu'il y a un petit plant de... Là-dedans, par exemple, un petit plant de tomates, c'est gros pour rien. Puis ce que ça va faire, c'est que les racines vont s'en aller vers le fond, donc ils vont se développer les racines, alors que dans une petite cellule, les racines vont faire le tour, fait que le plant va bien se tenir. Donc ça peut être une bonne façon là, de choisir des plus petits à ce moment-là contenants, puis après ça, de les repiquer dans des plus gros, plutôt que de partir directement dans des gros pots. Et si vous choisissez des gros pots, pensez-y. Ça prend de l'espace dans une maison. Je ne suis pas sûre que vous avez tout l'espace nécessaire près d'une fenêtre. Comme je vous ai dit, vous allez empiéter dans l'air de vie, ce qui peut être désagréable parce que quand on fait certaines plantations en mars, par exemple, puis qu'on va mettre au jardin juste en juin, eh bien, c'est très, très longtemps et on doit vivre avec ça. Ça m'est arrivé l'année dernière, puis je trouvais ça compliqué parce que je devais aller
les mettre tout le temps devant la fenêtre quand le jour, quand il faisait soleil. Après ça, je devais les enlever, les retirer. Je devais mettre des secoupes en dessous parce qu'on fait l'arrosage pour pas que ça coule sur mon plancher bois franc, hein, parce que je les mettais au sol devant ma porte patio plein sud. Donc, on peut avoir un problème à ce moment-là d'espace. Cinquième erreur qu'on peut voir également, c'est de semer trop profondément. Donc, je vous l'ai déjà dit, on sème une graine environ 2 fois son épaisseur. Je m'excuse, j'ai une petite chatte Savannah qui joue avec mes fils. Donc, on peut faire l'erreur de semer un petit peu trop profondément. Il y a des graines qui sont vraiment tout petites. Il y a même des graines qu'on met en surface et qu'on n'a pas besoin de remettre de terre sur le dessus. Donc, il faut vraiment faire attention, maximum 2 fois à 2 fois et demi l'épaisseur de la graine. Je vais vous donner l'exemple. Ici, j'ai des carottes. Et derrière le sachet, j'ai les instructions. Ça dit de semer à 5 mm. Donc, 5 mm, c'est vraiment petit. Donc, on ne va pas remettre beaucoup de terre par-dessus et on ne va pas mettre une terre non plus épaisse, une terre avec beaucoup de débris à l'intérieur ou de bois. Donc, il ne faut pas semer trop profondément. Ce qui peut arriver si on sème trop profondément, je vous en ai parlé, c'est plus long à germer. Plus que c'est long à germer, plus qu'il y a une chance qu'il y ait une pourriture de la graine ou bien une fonte des semis. Donc, on va éviter ça. On veut que ça germe vraiment rapidement, puis ça va germer beaucoup plus rapidement si la graine est plus en surface. Sixième erreur, et j'en ai un petit peu parlé avant dans le choix des graines, c'est de ne pas respecter les températures de germination. Donc, si vous allez vous regardez sur vos enveloppes, si vous regardez sinon sur les sites des semenciers, vous allez pouvoir savoir quelle est la température idéale de germination, la température optimale, et vous allez avoir habituellement aussi décrit la température minimale. C'est important de respecter ça, la température minimale. Encore là, parce que sinon, on revient au temps de germination. Puis vous vous souvenez, j'ai parlé de la pourriture, la fonte des semis. Puis il y a tout simplement des graines qui vont juste ne pas germer. Ce ne sera pas suffisamment chaud. Comme je vous ai déjà parlé pour les solanacées qui ont besoin d'énormément de chaleur, que moi, je leur mets un petit tapis chauffant là, pour faciliter la levée. Ce n'est pas obligatoire le tapis chauffant, mais ça facilite vraiment la levée. Donc, à ce moment-là, il faut vraiment s'assurer qu'on va respecter les températures. Les plantes d'été, en fait, ils vont avoir besoin de beaucoup de chaleur. Toutes les plantes qu'on dit plantes d'été à croissance lente, souvent, ils vont avoir besoin de chaleur pour germer. Si vous voulez avoir de la chaleur, à part le tapis chauffant, bien sûr, il peut y avoir une plus petite pièce que vous mettez à la température un petit peu plus élevée. Habituellement, en moyenne, les graines ont besoin d'un 20 degrés là, pour germer. Les solanacées, comme je disais, les aubergines, notamment poivrons, ils ont besoin d'une plus grande température. C'est là que je parlais du tapis chauffant. Mais sinon, de faire attention aussi aux variations de température. Par exemple, ils viennent très chauds, vous le mettez devant une fenêtre, ça vient très chaud pendant le jour, et le soir, vraiment très froid. Alors, à ce moment-là, ce n'est pas très bon pour la germination. Donc, on respecte les températures de germination. Septième erreur, qui est peut-être même la plus courante, que les gens ont beaucoup de questions à ce sujet-là, c'est d'avoir une luminosité qui est insuffisante. Donc, la lumière, c'est important. Au moins 8 heures, puis encore là, on va dire qu'ils ont besoin d'un 16 heures, notamment quand on parle de semis. Donc, c'est important qu'on leur mette une source de lumière, que ce soit la lumière naturelle du soleil ou une source artificielle comme une lampe de culture, par exemple. Donc, c'est super important. Puis en cas de manque de lumière, bien, les plants, ils vont filer, ils vont ce qu'on appelle s'étioler. La tige, elle va rester mince, elle va s'allonger parce qu'elle va chercher la lumière, elle va vouloir se rapprocher de la source de lumière. Donc, elle va se mettre vraiment à filer, puis aller d'un côté ou de l'autre selon où est la source de lumière. Donc, elle peut être penchée à droite, à gauche, peu importe, en avant. Donc, ça s'étiole et la couleur reste plus pâle parce qu'en manque de lumière, les plantes ne vont pas produire de chlorophylle. Alors, à ce moment-là, la plante, souvent, elle est plus pâle. Vous allez voir plus de distance entre les différentes feuilles, entre les nœuds aussi quand il y a un étiolement. Donc ça veut dire vraiment que la plante elle manque de lumière cruellement. Parfois, ça ne se rattrapera pas par la suite. Oui, on peut les mettre après ça à la lumière, puis on peut aller rectifier un petit peu le tir. Notamment, c'est vrai pour les solanacées, les tomates notamment, sur leur tige, ils ont des petits poils. Ce qu'on va faire quand elles sont étiolées, on va les rempoter puis on va les mettre beaucoup plus profondément dans le terreau. On va mettre du terreau jusqu'à peu près les cotylédons, les premières feuilles, et puis les petits poils vont devenir des racines. Fait que les racines vont permettre d'endurcir le plant. Et puis après ça, on les met plus proches de la lumière. À ce moment-là, elles vont bien reprendre. Ce n'est pas le cas pour tous les légumes, malheureusement. On ne peut pas tout le temps sauver la mise comme ça.
Donc, il faut faire attention de les mettre assez près là, de la lumière. Si vous voyez qu'ils commencent vraiment à s'étirer, c'est qu'il y a un manque de lumière là, cruel. Là. Des fois, sur le bord d'une fenêtre, j'en ai parlé tantôt, mais il y a des fenêtres, il n'y a pas beaucoup de lumière qui rentre, mais c'est sûr que les plants risquent de s'étioler. Il faut faire vraiment attention à ça. Parce qu'une fois le plant étiolé, ça m'est arrivé, moi, avec un plant de melon d'eau l'année dernière, qui s'était étiolé malheureusement, parce que je l'avais mis dans un aquarium, puis c'était un terrarium. En fait, avant, il y avait un lézard à l'intérieur. Et puis, j'ai utilisé la lampe qu'on utilisait. Cette lampe-là dégageait beaucoup de chaleur. Et au niveau de la lumière, c'était insuffisant. Donc, chaleur, manque de lumière, étiolement, c'est fois 10. Là. Donc, il faut faire attention. Puis, ce qui est arrivé, quand on plante après ça un plant qui est étiolé dans le jardin, il est plus frêle, il est plus sensible, le plant. Donc, il va moins bien résister aux intempéries extérieures. Donc, moi, ce qui est arrivé, c'est qu'il est carrément mort. Là. Il s'est penché, il s'est couché au sol et le plant est dead. Il ne se passait plus rien avec ce plant-là. Donc, l'étiolement, c'est pas quelque chose là, qui est vraiment, mais c'est quelque chose qui n'est vraiment pas souhaitable. Donc, il faut mettre les semis près d'une source de lumière, de lampe horticole ou près d'une fenêtre qui a assez de lumière, en fait, idéalement plein sud. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous emmener avec moi. Je vais aller vous montrer, moi, là, où est-ce que je mets mes plants et mon petit setup là, de tapis chauffant et de lumière. Alors voilà, je vous montre ma petite installation. J'en ai une autre dans mon sol. Celle-là, c'est celle que je garde en haut. Ce sont les derniers semis que j'ai faits. Donc, derrière moi, là, il y a une porte patio. Donc, il y a beaucoup de lumière qui rentre. Parfois, je la ferme parce qu'il se met à faire très chaud. Là, je vais vous montrer en ce moment. Il fait 28,8 degrés dans la pièce. Donc, à cause vraiment là, de la porte patio, parce qu'il y a beaucoup de soleil aujourd'hui. Et du fait en arrière là, que j'ai mis des reflecteurs de lumière. Donc, comme vous pouvez voir ici, près de la lumière, j'ai mis mes poireaux. Je pourrais les monter un petit peu plus. C'est juste que là, je n'avais pas encore trouvé rien là, pour pouvoir le monter un petit peu parce qu'il est quand même assez pesant, là, le pot de poireaux. Ici, il y a mes oignons verts, comme vous pouvez voir, que j'avais fait avec vous. Et ici, on a de la menthe qui commence à sortir. Voilà. Ensuite, je vous montre. Ici, c'est mes oignons que je vous ai montré un petit peu plus tôt. Et ils sont en dessous d'une lampe Odell. Voilà la distance que je laisse environ. Je pourrais les rapprocher un petit peu également. Et plus bas, on a aussi avec une lampe T5. J'ai mes piments et mes poivrons, aubergines, qu'on a fait ensemble également. Vous pouvez voir, ça pousse très bien. Sur aubergines, ça commence à sortir. Et à côté, j'ai d'autres poivrons que c'est mes enfants là, qui ont fait. Voilà. Donc, elles sont devant la porte patio comme ça. Et on a ici, Léa la Savannah, qui se fait bronzer. Léa, si vous vous souvenez bien, a sa propre chaîne qui s'appelle Léa la Savannah. C'est ma petite chatte de 5 mois. C'est une Savannah F5. Elle est trop cute. Qu'est-ce que tu fais, Léa? Léa, tu fais bébé? Et quand je jardine, elle est toujours à côté de moi. Là. Elle me suit. Je fais mes semis. On ne la voit pas dans les vidéos nécessairement. Mais elle est toujours proche de moi là, à regarder ce que je fais. C'est une petite curieuse, une petite chasseuse d'ailleurs. Elle n'arrête pas d'essayer de chasser mon fil de micro. Donc voici pour mon installation. Donc c'est quelque chose que vous pouvez faire facilement à la maison, ce qui ne coûte vraiment pas très cher. Ah, puis je vais vous montrer. Ici, les aubergines, poivrons, j'ai mon petit tapis chauffant en dessous, comme ça. Donc parce qu'ils ont besoin de plus de chaleur. Il y avait un dôme aussi par-dessus. Je l'ai enlevé là, parce que 50% au moins a germé. Donc, je ne voulais pas qu'il y ait trop d'humidité, risquer la fonte des semis. Alors, j'ai enlevé le dôme, là, ça fait peut-être 2 jours. Et puis, tout va très bien. Je vous montre également ce que je vous ai parlé là, de mon aquarium que j'utilise. Là, ici, j'ai des piments qui sont en train de sortir, que j'avais fait. Ceux-là, je ne les avais pas fait avec vous. J'ai une petite laitue ici, du thym qui devrait commencer à sortir, feuilles de chêne laitue et mon petit test de carton que j'avais fait aussi. Là, on voit, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Là. On voit, je ne sais pas si vous allez le voir, là. On voit que les petites plantules commencent à sortir. C'est difficile à le montrer de cette façon-là, je manque de lumière. Donc, on voit que le persil commence à sortir. Donc, ça fonctionne bien. Par contre, j'ai fait le test, mais je ne vais pas reproduire cette expérience-là. Il faut beaucoup que j'arrose parce que, bon, le carton absorbe l'eau. Et comme c'est une petite surface, à ce moment-là, elle devient rapidement sèche.
Donc, ça se fait. Donc, si vous n'avez pas les moyens d'acheter des contenants, bien sûr, vous pouvez les utiliser. Mais ce n'est pas l'idéal, ce n'est pas le plus facile, je trouve, à faire. Donc, il y a mon aquarium avec ma petite lumière que je peux adapter la hauteur par ici. J'ai juste à côté ici mes fameuses laitues. Voilà. Donc, c'est ma deuxième installation ici, là, dans la salle de jeu de mes enfants, en fait, parce qu'on est en train de rénover là, la salle que j'utilisais pour faire les semis. Finalement, la 8e erreur à éviter et qui arrive également assez fréquemment, c'est d'arroser trop ou pas assez. Donc, les gens ne savent pas nécessairement quand arroser. Un excès d'eau, ça peut vraiment causer la pourriture des graines ou des plantules. Puis un manque d'eau, bien, ça va créer le dessèchement de la plante. Ça peut arrêter un arrêt de croissance ou ça peut complètement faire en sorte qu'il n'y aura pas de germination. Parce que la graine, je le répète souvent, mais a besoin d'eau pour germer. Donc, il y a plusieurs façons de savoir, en fait, si vous manquez, si vous devez arroser. Souvent, vous pouvez regarder à la surface du terreau. La terre, quand elle est plus pâle à ce moment-là, c'est que le terreau est sèche. Puis si c'est foncé, à ce moment-là, c'est que c'est humide. Vous pouvez aussi toucher avec les doigts le terreau pour savoir si c'est bien humide. Il faut toucher un peu plus profondément que la surface, parce que souvent la surface, elle va sécher avant le dessous. Donc, on rentre un petit peu le doigt pour regarder le niveau d'humidité. Bien sûr, si c'est des semis et ça n'a pas encore germé, je ne vous conseille pas de le faire parce que vous risquez de déplacer la graine dans le terreau. Une autre façon de faire, c'est de peser le contenant. Un contenant qui est, en fait, une plantule dont le contenant, la terre, elle est bien mouillée, il va être beaucoup plus pesant. Si à ce moment-là, votre pot il est très léger, alors c'est que c'est sèche, c'est le temps d'arroser. Façon de savoir s'il faut arroser, vous attendez que la surface devienne relativement sèche avant d'arroser. Pas trop non plus pour que la terre se mette à fendiller, c'est vraiment très sèche, mais vous devez voir que ça devient pâle avant d'arroser. Tant que c'est foncé à ce moment-là, arrosez pas. Il y a différentes façons d'arroser, bien sûr. Quand on va faire des semis, on va conseiller d'y aller avec un spray, finalement, léger, en surface pour ne pas déplacer la graine dans les premiers arrosages. Ça va être conseillé. Par la suite, une fois que la graine elle est sortie, en fait que la plantule est sortie, puisque la graine, elle ne sort pas, vous utilisez une petite arrosoir comme ça avec un embout, et là, arroser autour de la plantule pour ne pas arroser les feuilles. Idéalement, on n'arrose pas les feuilles. Donc, on peut le faire de cette façon-là. Il y a d'autres façons. Il peut y avoir de l'arrosage avec aspersion, par exemple, mais au jardin, mais pas pour les plantes comme, par exemple, les tomates, les solanacées notamment, parce qu'ils peuvent développer du mildiou. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ce champignon, le mildiou, là, qui crée beaucoup de problèmes au potager. Une fois qu'on est prêt avec le mildiou, c'est très difficile de s'en sortir. Donc, on ne va pas à ce moment-là mouiller les feuilles. Ça va être très important. Donc, on va y aller à ce moment-là arroser au pied ou en goutte à goutte là, si vous êtes dans le jardin. À l'intérieur, une autre façon que vous pouvez utiliser, c'est par capillarité. Donc, ce que vous pouvez faire, je vous montre, un bol d'eau tout simplement. Et on va prendre notre pot, qui bien sûr est perforé en dessous. Je vais prendre ma laitue pour vous le montrer. Et on va tout simplement déposer le pot dans l'eau, comme ça. Et on va attendre environ 10-15 minutes. Vous allez savoir quand c'est prêt, en fait, parce que le dessus du terreau va être rendu foncé. Donc, vous allez voir que c'est bien imbibé. La capillarité, en fait, c'est que l'eau va monter par la terre, par capillarité. Les racines vont creuser plus profondément pour aller chercher l'eau. Donc, c'est une bonne façon de le faire de cette façon-là. Si vous avez l'espace, si vous prenez des contenants d'eau pour mettre à ce moment-là des bassins d'eau pour pouvoir mettre vos plants à l'intérieur, c'est pas tout le monde qui a l'espace pour le faire. Là, je le fais, c'est simple, j'en ai un. Mais j'ai peut-être 100 semis à date là, de fait, puis je ne pourrais pas toutes les mettre là, dans des bols d'eau. Donc, c'est une bonne façon de faire aussi. Donc, on fait attention, on n'arrose pas trop. On y va avec notre jugement, principalement avec ce qu'on voit. Donc, avec le temps, avec l'expérience, on commence à le savoir là, quand nos plantes vont manquer d'eau. Donc, je vous conseille d'y aller avec modération. Donc, merci d'avoir écouté cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a appris des choses, que ça vous a aidé. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Vous pouvez mettre un pouce bleu si vous avez aimé ce que j'ai fait pour m'encourager à faire d'autres vidéos. Puis abonnez-vous si jamais vous n'êtes pas encore abonné parce que je fais des nouvelles vidéos à chaque semaine. Donc, si vous voulez être informé des vidéos quand ça sort, à ce moment-là, abonnez-vous et aussi enclenchez la cloche pour avoir toutes mes notifications. Alors, je vous remercie puis je vous souhaite une excellente journée. Merci. Au revoir.